Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire sur la cybersécurité des labels organisé par Digital SME France avec cyberwatching.ue. Donc, Digital SME France, c'est un groupe qui est là pour représenter les TPE-PME du numérique française au niveau européen. On est issu de plusieurs fédérations, dont une qui est Eben. Et donc, nous allons accueillir aujourd'hui 3 intervenants qui vont nous parler des labels, dont un issu d'Eben. Donc, je les remercie tout d'abord de participer à cet événement. Alors, le premier intervenant, donc Olivier Marty, va se présenter. Ensuite, nous aurons Yves Niclou et enfin Danilo Delia. Juste pour votre info au niveau des participants, vous pouvez poser vos questions sur les différentes et réagir par rapport à ce qui va être dit sur tout ce webinaire. Vous avez une boîte à questions, n'hésitez pas, elle sera consultée et on interviendra. Bonjour Olivier. Bonjour. Voilà, je te laisse te présenter et nous faire une introduction sur aujourd'hui qui tu es, pourquoi tu es là et un petit peu le label de français. Ok, merci Amandine. Donc, je m'appelle Olivier Marty, je suis dirigeant d'une entreprise de l'IT spécialisée en infrastructure qui est située à Béziers dans l'Hérault. Ça s'entend un petit peu à mon accent, je suis méridional. Mais je ne suis pas là à ce titre-là, je suis là au titre de la Fédération Eben, qui est la Fédération des entreprises du bureau et du numérique. Une fédération professionnelle porteuse de conventions collectives et qui regroupe les métiers de la papeterie, du mobilier de bureau, des systèmes d'impression de la GED, de l'IT bien évidemment, des télécoms et de l'impression numérique. Donc on est 2500 adhérents. Et on est organisé en commission, et notamment une commission IT qui a fusionné dans les faits avec la commission de télécom, qui regroupe toutes les sociétés de services et de vente de matériel informatique aux entreprises, un petit peu moins aux particuliers, même s'il y en a, et les installateurs d'autocom, pour simplifier. Donc c'est une commission que j'ai l'honneur de présider au niveau national, et donc je suis vice-président d'Eben. Et à ce titre, Eben participe à diverses entités de groupes de travail, etc. Et notamment, on est membre fondateur du dispositif cybermalveillance.gouv.fr qui a été créé par l'État français pour apporter de l'aide, de la formation, de l'information et de l'assistance aux particuliers, aux collectivités locales et aux TPE-PME. Ces deux dernières entités étant arrivées un petit peu après. Et en fait, l'histoire a démarré parce qu'il y a 3 ans, lors des assises de la cybersécurité à Monaco, il y a eu une table ronde sur les problématiques de cybersécurité pour les TPE-PME, alors que les assises en général ne traitent que des grands comptes. Et le constat a été que l'ANSSI, qui est l'organisme en France chargé de la cybersécurité par l'État, hein, le bras armé de l'État en matière de cybersécurité, ne pouvait pas tout, et en particulier ne pouvait pas protéger et les particuliers et les entreprises, les petites entreprises. Et le constat général et unanime a été que les seuls qui pouvaient être le rempart de la cybersécurité en France pour les TPE-PME, c'était les prestataires. Et donc, l'État, via cybermalveillance, a demandé à la Fédération Eben, également au Syntec numérique, hein, qui participe aux travaux de cybermalveillance, de travailler et notamment de construire ce label dont on parlera après, qui s'appelle Expert Cyber, qui a été le premier label qui ne soit pas autodéclaratif, je vais dire, qui est un vrai label certifié en France. Voilà. Merci Olivier. Yves Niclou, alors vous n'êtes pas issu des SS2I, vous n'êtes pas issu sur la partie informatique, mais vous êtes issu de la commande publique. Je vais vous laisser vous présenter et nous expliquer aussi pourquoi vous êtes là et ce qui est important au niveau de la commande publique aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Yves Niclou, donc je suis directeur des achats et de la commande publique de la métropole et de la ville de Metz. Donc effectivement, pas du tout technicien dans le domaine informatique, simple utilisateur, on va dire, comme beaucoup de personnes. Donc effectivement, la commande publique forcément est intéressée par le sujet, puisque on le voit bien que, comme l'évoquait Olivier Marty, à l'époque, on pouvait dire que les problèmes de cybersécurité ne concernaient que les grands groupes qui avaient surtout du commerce et ceux qui faisaient attention. Mais on voit bien qu'au fil des années, avec finalement la dématérialisation qui fait que, y compris les collectivités territoriales, on utilise de plus en plus l'informatique et les problèmes de cybersécurité qui s'appliquent à tout le monde. Donc, vous évoquez les petites sociétés, mais il ne faut pas oublier aussi toutes les structures publiques qui sont de plus en plus attaquées, y compris même, on pourrait dire, des organismes qu'on pensait finalement un peu de côté, mais on voit bien les hôpitaux ou autres où ça devient encore plus primordial. Donc, forcément, on est impacté. Et nous, on a un petit souci, contrairement au privé, c'est qu'on ne peut pas choisir qui on veut quand on veut faire des achats. On a des règles à respecter qui sont liées du coup au code de la commande publique. Alors,
La commande publique représente un vecteur assez important pour les sociétés d'un point de vue chiffre d'affaires. Si on prend au niveau européen, on est à peu près sur 1500 milliards de chiffre d'affaires. Au niveau national, on est à peu près sur 120 milliards. Donc, il ne faut pas le perdre de vue. C'est quand même quelque chose qui peut être assez intéressant pour tout le monde. Ceci dit, voilà, il faut s'y mettre parce qu'il y a des procédures à respecter, il y a des règles à respecter. Donc, pour nous, l'arrivée des labels d'un point de vue cybersécurité va être quelque chose d'assez intéressant puisque le principe pour la commande publique, c'est de bien définir son besoin. Et une fois que vous avez calé votre cahier des charges, vous ne pouvez plus y toucher. Et on a 3 grands principes à respecter dans la commande publique. Du coup, la transparence des procédures, l'accessibilité à la commande publique. Et ces 2 aspects-là sont très facilités par la dématérialisation. Donc, on passe par des prestataires de services qui, là, nous garantissent toute la sécurité. Mais on a surtout un principe d'égalité de traitement des candidats qui prime, ce qui fait que lorsqu'on aura calé notre définition du besoin, on ne va pas pouvoir la faire évoluer en cours de procédure. Et c'est là où très souvent les acheteurs sont un peu dépourvus. À l'époque, la commande publique, c'était surtout des procédures à respecter. Et finalement, tant qu'ils respectaient les procédures, on disait c'est bon, vous avez bien fait vos marchés publics. Sauf que ce n'est pas le vrai principe. Et on voit bien que de plus en plus, côté collectivité, on est en train de dévier cet aspect purement procédure, marché public, vers l'achat public. Et on va plus du coup sur la qualité de l'achat, sur un jugement global de cet achat. Est-ce qu'il a été pertinent? Est-ce qu'il a été efficace? Est-ce qu'il répond aux besoins? Et on se rapproche de plus en plus du coup de ces notions d'acheteur public vers acheteur privé, et on a finalement un ratio qui se fait entre les deux. Et ça pose un souci côté acheteur parce que tout simplement, il faut être capable de définir bien son besoin. Et sur la multitude d'acheteurs publics qui existent, là on rentre dans des domaines très très techniques où, je vais dire, 80-90% des acheteurs publics, pour être honnête, sont incapables d'aller faire le cahier des charges de manière assez précise, surtout en ayant bien conscience de ce qu'ils vont mettre dedans. Et c'est là où, pour nous, les évolutions de la commande publique nous ont permis maintenant d'intégrer des labels. Il y a quelques années, quand on a eu cette première approche, on ne pouvait mettre que des éco-labels, donc c'est bien, c'était juste sur nos produits, de la manière dont c'était fabriqué, est-ce que ça ne polluait pas la planète. Et depuis quelques années, ça y est, c'est open bar, on peut mettre n'importe quel label. Et du coup, pour quelqu'un qui veut faire son achat, s'appuyer sur un label pertinent, qui est clair et qui a été contrôlé par quelqu'un qui s'y connaît, c'est un très bon appui pour lui pour lancer ses marchés publics. Donc, bien entendu, les débats nous intéressent au plus haut point et il faudra, pour nous, du coup, avoir juste après une vision des différents labels qui existent, parce que là aussi, un peu comme on peut le vivre chacun au quotidien sur la consommation de nos produits, à un moment, il y a une multitude de labels, on ne sait plus trop vers quel sens se vouer, quel label est bon, sans parler des mytho-labels qui arrivent où les gens ne savent même plus si c'est un vrai label ou si c'est juste un truc conso clicker et hop, ça a été élu saveur de l'année, ils y vont tous, sauf que ce n'est pas un label. Donc là aussi, il faut qu'on puisse faire le tri aussi dans tous ces labels. Et un autre élément qui nous intéressera également dans les discussions, c'est sur cette égalité de traitement des candidats, c'est que je ne peux pas évincer du coup des candidats juste s'il n'a pas ceci ou s'il n'a pas cela. Donc, il faudra lui permettre d'avoir des équivalences de labels. Et là aussi, il faudra, pour vous, dans vos échanges et vos discussions, avoir toujours en tête qu'il faudra aussi accompagner les acheteurs parce que si je demande le label cybersécurité et qu'il me le procure, c'est bien, je suis rassuré. Mais si quelqu'un d'autre en prestataire vient me dire je ne l'ai pas, mais regardez, je sais faire tout ça, c'est comme si, il faudra que j'ai un accompagnement pour savoir est-ce qu'effectivement tout ce qu'il me dit, c'est comme si il avait le label. Donc, pas mal de choses, je pense, qui nous intéressent et on pourra échanger du coup un peu plus amplement ensuite sur les explications. Merci Yves. Danilo Delia, donc vous faites partie de ECSO. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et aujourd'hui, quel type de label vous allez mettre en place? Oui, bonjour Amandine, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je travaille pour EXO. Pouvez-vous confirmer que vous voyez bien mes slides? Oui. Donc voilà, je travaille pour EXO, qui est une association européenne basée à Bruxelles et on représente la communauté de la cybersécurité à une échelle pan-européenne. Donc on applique 260 membres, dont Digital SME Alliance, et on fait partie, c'est un membre fondateur. Et on a comme objectif donc, de fédérer les différents représentants de l'écosystème sur toute la chaîne des valeurs de la cybersécurité, en partant des PME, tant utilisateurs qui fournissent de cybersécurité, jusqu'à l'autorité nationale, autorité publique, régionale. Donc, on a des régions qui font partie d'EXO, parce qu'on croit que la cybersécurité à niveau européen, dont tout le monde en parle aujourd'hui,
suite à des attaques très importantes au niveau de l'impact sur les entreprises, sur l'économie et sur la société, sur notre société. On peut la faire à travers un dialogue public et privé à une échelle tant européenne, mais surtout en partant à niveau local. Et donc, c'est comme ça que je vais revenir dans mon propos initial aussi sur l'introduction d'Yves. Donc, pourquoi un label européen? Parce que voilà, on trouve qu'en Europe, il y a énormément d'entreprises spécialisées dans la cybersécurité qui se positionnent sur des produits et des services très spécifiques, mais qui, voilà, quand il s'agit d'aller en compétition sur des marchés, surtout des marchés très importants, qui sont des marchés publics, qui sont des marchés privés, ils ont en face une force de frappe au niveau du marketing, plutôt d'entreprises provenant des États-Unis, Israël ou même asiatiques, et qui parfois voilà, ils cachent voilà, des discours marketing qui voilà, ils vont mettre dans un second plan voilà, la qualité des entreprises européennes. Donc en Europe et en France, qui est parmi les marchés les plus matures de la cybersécurité, on a des compétences, on a une forte expertise, mais parfois voilà, on a du mal sur toutes les questions plutôt marketing. Donc pourquoi c'est label? C'est surtout un produit, un outil de marketing, comme j'ai dit, donc rien à voir avec des produits, des outils de certification et standardisation sur des produits et des services de cybersécurité. Donc là, on a envie d'être très très clair qu'on ne se positionne pas sous des processus d'audit ou des tests des produits et des services, mais on est là en amont pour donner de la visibilité. Donc c'est le label d'origine concernant l'entreprise et les valeurs qu'il défend cette entreprise, des valeurs européennes, donc voilà, que c'est celui de la protection des données personnelles, du fait de ne pas mettre des backdoors dans les produits et dans les services, donc quelque chose de très important pour nous. Et donc c'est là, voilà, on demande aussi aux entreprises d'être compliant avec les principes proposés par l'ENISA de Security by Design, donc développer des produits sécurisés. Et donc voilà, il faut que l'entreprise aille dans le capital et les investisseurs de l'entreprise soient des investisseurs européens, donc avec un headquarter en Europe et surtout avec de la recherche et de l'innovation encore basée en Europe. Souvent, on voit des entreprises avec un fort potentiel en Europe, qu'ils vont partir aux États-Unis ou d'autres pays parce qu'ils ont été rachetés par d'autres entreprises. Et donc, même ce qu'on appelle le know-how, sur la connaissance, il va partir ailleurs, donc il est plus contrôlé par des investisseurs européens. Et donc, nous, avec ces labels-là, on propose à toute entreprise européenne d'avoir voilà, un outil en plus à mettre en valeur dans leur processus d'achat, dans leur processus de marketing vis-à-vis du marché européen. Donc, pour faire un peu le pont entre ce qu'il a dit Olivier et Yves, ce n'est pas Exxon qui propose, Exxon a développé les schémas, mais c'est à travers un ensemble de partenaires à niveau européen, comme Digital SMEs, à niveau régional et national, comme d'autres associations, qui nous, on croit apporter cette contrôle voilà, qui est fait sur la base du cahier des charges qu'on a proposé, sous un contrôle fait par un regard local, parce que c'est à travers la proximité avec les entreprises qu'on puisse avoir un lien de confiance avec les fournisseurs de cybersécurité. Et c'est comme ça qu'on a développé ce modèle où, à travers des partenaires comme Digital SMEs Alliance et ses membres, on croit voilà, réduire ces gaps entre l'Europe et les territoires. Et donc, être aussi de plus en plus près des fournisseurs de cybersécurité et créer de la confiance. Donc ça, c'est mon propos initial. Et donc, avec un très grand plaisir pour échanger sur la suite, pourquoi les difficultés, aussi de créer une approche vraiment pan-européenne à la cybersécurité. Merci Danilo. Alors, vous l'avez justement dit, donc là, vous avez fait une présentation globale de vos labels. Yves a posé une question intéressante aujourd'hui, c'est sur les critères d'obtention du label. Comment se déroulent ces processus? Aujourd'hui, je suis acheteur, j'ai besoin de connaître un petit peu dans cette jungle de labels comment ça fonctionne. Olivier, tout d'abord, pouvez-vous me dire comment fonctionne le label côté France? Et après, même question pour côté Danilo. Olivier? Oui, alors
le choix d'entrée a été de faire un label qui soit payant. Pourquoi? Parce qu'on voulait faire intervenir une autorité qui soit indépendante et incontestée en matière de labellisation et de certification. En France, on a évidemment l'AFNOR, et donc on s'est appuyé sur l'AFNOR. Tout labellisé l'est par l'intermédiaire d'un certificateur embauché par l'AFNOR, donc qui est indépendant. Ça, c'est un coût qui est de 800 euros. C'est un préalable qu'il faut malheureusement donner. Après, on est sur un coût pour une TPE-PME tout à fait voilà, c'est tout à abordable. fait supportable et c'est valable 2 ans en plus. Pour info, il y a 60 labellisés aujourd'hui en France, alors que le label a été lancé en plein confinement dans des conditions un peu difficiles. Il devait être lancé officiellement au FIC à Lille, mais évidemment tout ça a été annulé, repoussé, etc. Donc c'est déjà pas si mal. Et il y a 300-400 dossiers qui ont été demandés. Alors voilà, pourquoi ce label a été fait comme ça? En fait, il n'y avait que des labels autodéclaratifs qui visaient les TPE-PME. Donc on remplissait un petit questionnaire, 3 questions, puis c'était assez facile d'être labellisé. Ou alors il y avait des labels proposés par l'ANSSI, type PRIS, PASSI, etc., qui sont des labels de très haut niveau et qui s'adressent vraiment à des grands spécialistes. Et il y avait également le label ISO 27001, qui est un label bien connu, qui est plus sur des procédures, mais qui garantit quand même un certain nombre de choses. Donc d'entrée, il a été choisi de faire en sorte que les gens qui sont labellisés en 27001 ou sur les labels ANSSI, et ça va répondre à l'une des questions d'Yves Niclou, les gens qui sont labellisés à ces niveaux-là sont automatiquement labellisés experts cyber. Puisqu'évidemment, ils ont des niveaux plus élevés, il est normal qu'ils puissent bénéficier du label expert cyber qui a une autre cible. Ensuite, le label que l'on a mis en place a un volet technique, c'est-à-dire qu'il y a des questionnaires assez pointus qui ont été faits par le comité de labellisation et avec le soutien de l'ANSSI. Donc, il n'est pas à la portée de n'importe qui, mais qui est accessible pour une TPE-PME qui au quotidien vend des firewalls, de l'antivirus, de la sauvegarde et qui fait ça proprement. Donc, c'est à peu près 40% de la note. Et on a mis un accent extrêmement important aussi sur tous les à côté de la technique, parce que la cyberprotection, ça n'est pas que de la technique, c'est aussi avoir des gens qui soient assurés. Donc il faut prouver que le prestataire est bien assuré. Et donc la Fédération EBEN, on a travaillé en parallèle à mettre en place des contrats carrés pour nos adhérents. Il faut aussi prouver qu'on est compatible RGPD. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas qu'on a mis en place une démarche RGPD en interne, qu'on a des processus de déclaration en cas d'incident, etc. On doit également prouver et fournir des process ou des comptes rendus d'intervention évidemment anonymisés pour montrer ce qu'on est capable de faire. On doit également fournir, et là on s'appuie sur l'industrie, ça aurait été idiot de ne pas le faire, des certifications de constructeurs. Type, alors je vais citer quelques marques pour qu'il n'y ait pas de publicité, mais si la société, la TPE-PME de l'IT est certifiée sur SonicWall, Storm Shield, Fortinet, c'est y compris des fabricants américains, hein, mais là on est obligé de faire avec le marché, des certifications pour des professionnels de la sauvegarde, des certifications en matière d'antivirus ou tout autre et qui sont laissés avec un guide, mais qui sont laissés à l'appréciation du certificateur de l'AFNOR. Bien, tout ça vient en appui. Il y a tout un ensemble de notes, de points qui sont attribués. Et ensuite, il y a quelques notes sont éliminatoires. C'est-à-dire que si on n'a pas de politique RGPD en interne, c'est une obligation légale, donc on doit les avoir, ces procédures internes. Si on n'a pas de procédure RGPD, on est exclu d'entrée. Donc il y a quelques trucs comme ça. Et qui permettent ensuite d'obtenir une note minimale. Et si on a cette note minimale, on obtient le label pour une durée de 2 ans. Alors comme c'est quand même relativement aride, j'ai fourni à Digital SME 2 documents qui seront à la disposition de tous les gens qui le souhaiteront. Le premier, c'est le référentiel qui va être amené à évoluer à peu près tous les ans et qui reprend tout ce que je viens de dire là, mais de façon beaucoup plus détaillée, point par point. Ça fait une 30aine de pages et ça explique tout ce qu'il faut avoir avant de se labelliser, sinon ça ne sert pas à grand chose et c'est 800 € jetés. Et la deuxième chose, c'est le guide d'utilisation de la plateforme fournie par l'AFNOR qui explique comment s'en servir, comment créer son compte, comment déposer les documents, etc. etc. Merci Olivier pour ces explications. Ça prend 2-3 jours de boulot pour une société bien structurée. Il faut compter 2, 3, peut-être 4 jours de préparation, de collecte de documents, d'informations, de procédures avant de répondre. Mais c'est rien d'inaccessible. D'accord. Merci.
Aujourd'hui, Danilo, je vais vous poser la même question. Donc là, on a vu le côté France, côté Europe. Comment ça va être mis en place, les critères d'obtention? Il y a un coût, lequel? Alors là, côté France, on l'a fait avec un audit, c'est-à-dire qu'il y a des tests techniques et il y a une partie audit avec de l'administratif. Chez vous, ça sera moins audit. Pourquoi avoir fait ce choix et qu'en est-il? Oui, donc voilà, les choix étaient faits de se focaliser sur la partie entreprise, origine de l'entreprise et aussi la philosophie et l'approche à la cybersécurité de l'entreprise, parce qu'il y a en parallèle des organisations européennes comme l'ENISA, donc l'Agence européenne de cybersécurité, qui était mandatée pour toute la question des produits, services et processus. Donc voilà, l'objectif c'était quand même laisser aux gens compétents à niveau européen qui travaillent avec les agences nationales de cybersécurité des 27 pays, le côté plutôt produits et services et processus de cybersécurité où on va voir voilà, des mécanismes de reconnaissance mutuelle parmi les différents labels une fois que voilà, tout le processus sera lancé. Et donc, nous, l'idée, en travaillant avec surtout les associations nationales, régionales et européennes, à nouveau comme Digital SMEs qui a participé, il était moteur de l'initiative. On a dit, voilà, en plus quand même du travail que les entreprises vont faire pour dire voilà, que les produits correspondent à un cahier des charges. Et donc, voilà, effectivement, il y a des audits et des contrôles techniques. On a souvent besoin aussi voilà, de quelque chose qui soit commun au niveau européen. Donc, une entreprise basée de Luberon en France et qui a mis d'aller en Espagne, il peut savoir quelque chose, même pour entrer dans le marché, pour toute la partie voilà, de business development, donc à nouveau pas qui est côté technique, mais plutôt commercial et côté marketing, un label qui soit reconnu partout. Donc voilà, une fois les labels c'est le même partout, il y a les mêmes critères partout en Europe, et donc c'est toute approche comment des reconnaissances à niveau européen de ces critères qui voilà, on a pu développer un cahier de charges. Comme je disais, l'entreprise elle doit être basée en Europe, donc le siège social doit être en Europe avec voilà, le contrôle du capital financier. Il ne doit pas venir par des fournisseurs, par des investisseurs étrangers, au moins 50%. Et après, voilà, si les solutions, développer les solutions spécifiques de cybersécurité, il doit être développé sous en tenant en compte voilà, les 10 commandements du Security by Design de l'ENISA. Donc, il y a un tableau à remplir où l'entreprise explique comment elle correspond, comment elle développe ses produits par rapport à ces cahiers des charges de l'ENISA et surtout voilà, le respect du GDPR. Mais après, voilà, continuons qu'il y a d'autres initiatives à niveau national, à niveau européen, qui se focalisent plutôt sur la partie produits et services. On n'avait pas envie de donner encore plus de travail aux entreprises sur la partie voilà, remplir des documents. Donc, c'est quelque chose d'assez soft, si je peux me permettre, mais on a contrebalancé ce côté plutôt self-declaration avec un contrôle à niveau local par nos associations qui vont faire quand même, voilà, c'est pas un audit technique parce qu'on est très loin de ça, mais quand même une vérification des documents qui disent, voilà, ok, l'entreprise elle est européenne. Donc aujourd'hui, on a une trentaine d'entreprises qui sont labellisées, on fait des reports réguliers, même hier, il y a eu 2 nouvelles entreprises européennes qui ont été labellisées, et donc l'idée, c'est aussi quand même tous ensemble promouvoir les besoins dans les marchés d'adopter des solutions de cybersécurité européennes, parce qu'en plus, on le voit aujourd'hui sur les questions de santé, comment aussi les hôpitaux ils ont besoin de se défendre, sur la question aussi de voler des informations sur le processus de vaccination par des pays qui parfois sont des pays alliés ou pas alliés. C'est quand même très, très important aller avoir un fond commun de la question aussi de la cybersécurité. Merci. Alors là, on a bien compris, aujourd'hui, on est sur un label qui est vraiment destiné aux TPE, PME, SS2I, donc enfin, vraiment les TPE, PME de l'informatique. Pourquoi créer un label vraiment dédié à ça? On l'a vu côté France, hein, aujourd'hui, les labels qui existaient étaient vraiment des labels qui n'étaient pas accessibles aux PME, qui étaient vraiment dédiés grands groupes et vers le grand groupe. Côté Europe, il n'y avait rien qui existait, donc on est sur une création. Je vais me tourner un peu vers la commande publique Yves Niclou. Aujourd'hui, ce type de label,
qui va différencier un petit peu les PME. Est-ce que derrière, ça va vous permettre de jouer un rôle sur les attributions de marché, sur les choix? Comment est-ce que aujourd'hui, dans la commande publique, on peut faire jouer quelque chose pour que les PME, et en plus labellisées, puissent être différenciées? Donc, vous nous avez expliqué que les labels, il faut qu'on vous les explique et qu'on vous donne des critères pour que vous puissiez, vous, faire une différenciation. Mais est-ce que derrière, le côté PME va pouvoir jouer là-dessus? Alors, en fait, il y a des deux aspects qu'il faut pouvoir croiser. C'est que depuis quelques années, quand même, l'État, on voit bien, pousse au fur et à mesure des réformes de la commande publique pour faciliter l'accès aux PME à la commande publique, puisque voilà, sur des gros volumes, on sait que les grosses sociétés, elles n'ont aucun problème pour se positionner. Et donc, entre nos obligations d'allotissement et tout ce qui va avec, on essaye de favoriser l'accès aux PME. Avec les nouvelles lois qui arrivent, d'ailleurs, on va sans doute imposer aux acheteurs d'avoir un pourcentage de PME qui vont devoir accéder au marché public, ce qui va être une vraie nouveauté pour nous, puisque le principe, c'est qu'on sait qu'on ne peut pas avoir de préférence locale. Donc, n'importe quelle société, comme le rappelait Danilo, qui est basée en Europe, peut répondre à nos marchés. Donc, en fonction des seuils, bien entendu, on publie au niveau européen ou on reste sur une publication purement nationale. Dans votre domaine, on est sur un seuil à 214 000 €, ce qui représente déjà un marché quand même conséquent. Mais voilà, tout le monde peut y accéder, mais on se rend bien compte que même si on publie au niveau européen, en fourniture et services, on a des sociétés européennes qui répondent. Quand on est dans le domaine des travaux, qui est un seuil beaucoup plus élevé, qui est à 5,5 millions quasiment, on voit bien que ça reste quand même purement national, encore que nous, à Metz, on est pourtant aux portes de l'Europe. On a la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne qui est juste à côté. Mais même dans ce cas-là, on voit bien qu'il faudrait des marchés assez énormes pour qu'ils puissent venir répondre à l'extérieur. Donc, l'accès PME, forcément, on va essayer de le favoriser. Mais c'est vrai que nous, le label, c'est plus sur l'aspect technique et définition du besoin qu'on va s'en servir. Et assez souvent, quand on me présente des cahiers des charges en relecture, je vois des techniciens, il faut que ça soit à toutes les normes actuelles. Il faut que ça corresponde à tout la. Ouais, mais ça ne veut rien dire. Je ne peux pas viser toutes les normes, je ne peux pas viser tous les labels qui existent, parce que c'est comme si je visais rien sinon. Et pour qu'une norme et un label s'appliquent, il faut que je vise spécifiquement le label ou la norme dans mon cahier des charges. Et si on reste juste sur la problématique label, je peux en plus très bien viser un label, mais ne viser qu'une partie du label. Ce qui veut dire que là aussi, il faudra que les labels soient facilement accessibles pour les acheteurs dans leur globalité pour qu'ils puissent déjà en prendre connaissance, voir finalement les items principaux qui traînent dans le label pour dire, OK, soit je prends tout le label parce que c'est parfait, ça répond à tous mes besoins, ce qui pourrait être le cas du coup si on est sur un label PME parce qu'on risque sur des structures plus humaines et qui vont sans doute correspondre plus à des besoins de collectivité. Après, il faudra voir si on va sur des organisations un peu plus importantes ou des organisations protégées, ministère de la Défense, hôpitaux, qui ont des degrés bien sûr plus élevés de sécurité à avoir. Mais ça peut être du coup un vrai parallélisme des formes entre ce que vous faites pour les petites pré-PME et ce que vous faites pour les collectivités. Mais du coup, il faudra qu'on puisse avoir des infos et le décrire. Et par rapport à ce qu'évoquait Danilo, on voit aussi ce problème du coup de la multiplication des labels que j'évoquais tout à l'heure dans le même domaine. Et même si vous semblez aller dans le même sens, est-ce que le label européen, finalement, quelles vont être déjà ces différences avec le label français? Et finalement, est-ce que le label européen est totalement équivalent de ce qu'on prévoit dans le label français ou est-ce qu'il y a déjà des différences? Est-ce qu'il est supérieur d'un point de vue protection ou pas? Avec une autre problématique déjà, qui est l'approche de base, qui n'est pas du tout la même, c'est comment vous allez obtenir ce label. Si on prend ce qui est prévu du coup en France, on fait labelliser par un tiers, autorité indépendante, reconnue par toutes, donc il n'y aura pas de problème, pour un coût modique, donc le coût pour moi n'est pas du tout réducteur, en tout cas ça pourrait poser un problème, parce qu'on dit 800 € sur 2 ans, donc c'est bien, c'est 400 €, mais imaginez que demain vous faites le même label, c'est 40 000 € le billet d'entrée. Pour nous, clairement, ça pose un problème de concurrence déjà, donc je ne pourrais pas aller chercher ce label automatiquement, parce que du coup ça va trop restreindre le nombre de structures qui pourraient répondre. Mais du coup, il va falloir quand même que je puisse le décortiquer en sachant que le principe pour nous, pour aller chercher un label, c'est bien qu'il y a cette notion d'indépendance d'un tiers qui a créé le label et qui est capable de dire si oui ou non la structure qui souhaite y prétendre a le niveau pour ce label. Ce qui fait que la solution que vous êtes en train de mettre en place, Danilo, au niveau européen, pour nous, c'est la solution, entre guillemets, roue de secours d'un point de vue code de la commande publique. Si la société n'a pas obtenu le label, à ce moment-là, la méthode que vous faites d'auto-certification
C'est la seconde méthode qu'il faut qu'on prévoie, nous, et qu'il faudra avoir des explications au niveau national. C'est si elle n'a pas obtenu le label national, à elle de nous démontrer, donc via le biais d'autocertification que vous faites, qu'elle a toutes les capacités, finalement, pour avoir le niveau de ce label. Ce qui fait que dans une hypothèse ou l'autre, qu'elle ait eu le label ou qu'elle se soit auto-certifiée, finalement, je ne pourrai pas la rejeter d'un point de vue commande publique. Et c'est là où je vous disais, il faudra du coup aller au-delà, parce que vous êtes dans des domaines très, très techniques. Et quand vous êtes entre vous, ça pose aucun problème. Mais moi, je veux bien chez nous, on a quand même pas mal d'informaticiens. Et dès qu'ils commencent à parler entre eux, ça part tout de suite sur des sigles et autres. Et on ne sait pas trop de quoi ils nous parlent. Donc là aussi, il faudra avoir cette optique de vulgarisation pour pouvoir raccrocher du coup les acheteurs et les accompagner pour comprendre du coup ces termes et du coup ces notions principales, à quoi ça correspond et qu'est-ce qu'il faut au minimum pouvoir contrôler si demain ils viennent avec une auto-certification. Donc c'est quelque chose de très bien. Un dernier petit mot pour terminer sur la commande publique, sur cet aspect-là, c'est qu'on a deux options. Soit le label, on pourrait carrément l'utiliser en critère d'attribution, soit on peut l'utiliser pour l'exécution et en disant voilà, la société qui va exécuter, d'un point de vue technique, elle doit remplir le niveau de ce label. Personnellement, je suis plus pour la partie exécution, notamment par le fait qu'on voit bien qu'un label, puisqu'il peut venir avec ce qu'il veut pour me démontrer qu'il a le niveau, ça paraît risqué de le mettre à un niveau critère d'attribution. Et donc, c'est plus simple pour nous de l'imposer en exécution, ce qui impose un niveau et une qualité technique pour les intervenants, ce qui fait que pour nous, ça nous sécurise, puisqu'on recherche, c'est bien la qualité de l'intervention. Merci. Donc, si je comprends bien, là, aujourd'hui, nous, on communique énormément vers nos confrères, nos TPE, PME informatiques pour qu'elles se labellisent et que derrière, on fasse une différence et qu'on puisse dire, vous voyez, elles sont certifiées, elles sont connues, reconnues, elles ont les capacités sur ce domaine-là. Il faut aussi qu'on aille évangéliser, je pourrais dire, la commande publique, les acheteurs, que ça soit public ou privé, pour leur expliquer ces labels, pour leur donner les critères d'attribution, pour qu'ils puissent bien en prendre connaissance, pleine conscience, pour pouvoir les utiliser correctement sur leur demande d'achat. C'est ça. Donc, on aille voir les deux portants. C'est ça. Et du coup, pour aller vers les côtés collectivités, on va dire acheteurs publics de manière générale, voilà, vous avez des liens tout prévus. Olivier évoquait l'ANSSI, forcément, qui est le plus connu pour nous d'un point de vue sécurité. Mais voilà, vous avez l'AMF qui a un énorme regroupement du coup pour les collectivités territoriales. Vous avez France Urbaine pour les métropoles ou autres. Donc, vous avez quand même des très bons partenaires qui s'identifient assez facilement et qui vont pouvoir être votre appui pour diffuser de manière large, voire vous accompagner aussi sur les supports de communication pour les collectivités. Parce que voilà, quand vous quittez le monde purement privé et que vous basculez vers les collectivités publiques, c'est peut-être aussi un autre système de langage et de communication qu'il va falloir aborder. Merci. Alors, j'ai vu qu'Olivier avait une question et j'en profite pour rappeler aux participants qui n'hésitent pas à poser leurs questions sur le chat. Je les reprendrai en cours de route. Oui, Olivier ? Alors, plus qu'une question, c'est une précision. Je confirme évidemment, le comité de labellisation d'experts cyber souhaite aller clairement vers aider les collectivités locales à se saisir de ce label, et tout le monde au comité de labellisation souhaiterait évidemment que dans le code de la commande publique, le code des marchés publics, il y ait mention pour les marchés d'informatique de ce label. Ça serait, évidemment, tout le monde y travaille, mais c'est un travail, je vais dire, de lobbying en quelque sorte, entre cybermalveillance qui veut pousser ce label-là, et l'État qui après est le législateur qui fait son boulot, et évidemment ça reste son travail, ça ses prérogatives. Un point aussi que j'ai pas évoqué tout à l'heure qui est très très important vis-à-vis du local, dès la construction du label, dès le début, il a été souhaité que ce qui est labellisé, c'est un numéro de SIRET au sens français. Dans le numéro de SIRET, il y a aussi le code d'établissement. Ça veut dire que Orange Cyberdéfense, par ailleurs, qui est extrêmement compétent en matière de cyber, il n'y a même pas à en douter, ne peut pas se labelliser au niveau national et étaler ce label-là sur les agences d'Orange ou en province. C'est pas possible. Les très gros faiseurs nationaux non plus. Ils doivent labelliser chaque agence, ce qui garantit aux TPE-PME ou aux acheteurs publics la proximité. Et le dernier point, c'est aussi par rapport à la commande publique, quand on met un firewall doit être conforme aux normes en vigueur, c'est-à-dire les normes OTAN, L4+, etc. Tout le monde l'est. Le label expert cyber, il n'a pas vocation à labelliser des produits, enfin tout le monde, tous les constructeurs le sont en général. Oui. Mais le label expert cyber, il n'a pas vocation à valider des produits. Il a vocation
à labelliser un savoir-faire d'une entreprise qui saura mettre en œuvre ces produits-là conformément aux règles de l'art et adaptés à leur marché, bien évidemment. On n'est pas là pour des hôpitaux qui sont hébergeurs de données de santé ou des OIV, c'est-à-dire des opérateurs d'importance vitale, EDF, etc., etc. Là, c'est des demandes qui sont bien au-delà du label Expert Cyber. Mais c'est vraiment un savoir-faire. C'est vraiment des hommes qu'on valide. Avec les CV, par exemple, des techniciens sont fournis. Et le certificateur consulte ces CV, peut même aller voir sur LinkedIn, chez Microsoft, chez d'autres, si la certification qui est mise en avant, elle est avérée ou pas. Et c'est ça là qui est la force de ce label, je pense. On a mis ça au cœur de nos réflexions dès le début. C'est vraiment les hommes et pas les produits. Danilo, vous vouliez refaire vous vouliez refaire un point par rapport au questionnement d'Yves sur les différentes certifications? Oui, merci Amandine. Donc oui, juste pour rebondir sur ce que disait Yves, on est pleinement conscient de la question de la fragmentation au niveau européen des labels. Et donc parmi la proposition des termes of reference qu'on a du label européen, nous on propose à nos partenaires aussi que voilà, si une entreprise elle était déjà labellisée par une association partenaire d'EXO parce qu'il a obtenu déjà un label, et ce label il a des critères même supérieurs aux critères d'EXO qui sont vraiment le minimum dans le domaine de la cybersécurité qu'il faut respecter, et déjà il y a pas mal d'entreprises qui ne le font pas, ils peuvent quand même les reconnaître automatiquement, donc sans aller voilà, pour repasser et alourdir à nouveau les entreprises par un nouveau processus. Donc ce système de reconnaissance, il est pris en compte et de laisser au jugement de nos partenaires du moment qu'eux, ils connaissent bien voilà, qu'est-ce qui se passe à niveau local, régional et national. Mais donc, on a pensé à ces mécanismes et je pense qu'il faut dans le futur aller encore plus le système de reconnaissance du moment où on a les mêmes critères, quand on a à cœur voilà, vraiment la visibilité, mettre en valeur des solutions de sécurité. Merci. Alors, je voulais rebondir. On a bien compris que le label était construit sur les hommes et sur le savoir-faire et de l'entreprise et des hommes qui sont dedans. J'ai une question par rapport à ça. Aujourd'hui, on sait par exemple qu'une certification Microsoft est attribuée à la personne physique, à un technicien, un ingénieur. Et le jour où cette personne quitte la structure, elle part avec sa certif et la structure n'est plus forcément certifiée. Qu'en est-il aujourd'hui, par exemple, du label cyber côté France? Alors, la première réponse, c'est que le label est limité dans le temps, 2 ans. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant parce qu'il peut y avoir un turnover très important et 2 ans peut être un cycle long en matière d'informatique. La réponse qu'on peut apporter à ça, c'est que une seule personne, une société qui serait labellisée où il y a une personne, une seule, ne sera probablement pas labellisée parce que le risque sera jugé par le certificateur, et ça c'est un travail du comité de labellisation qui juge des cas un peu litigieux, que lorsque le certificateur dit là j'ai un doute sur la pérennité de l'entreprise, il n'y a qu'une personne, j'ai eu qu'un seul CV, c'est le dirigeant, il porte tout sur son dos, et on a eu des cas où le comité de labellisation a refusé le label à cause de ça. Donc il faut qu'il y ait un panel au regard de la taille de l'entreprise, évidemment. Si l'entreprise c'est 4-5 personnes, il faut au moins qu'il y ait 2 salariés qui portent des certifications différentes. Et ensuite, les certifications des salariés, elles seules ne suffisent pas à obtenir le label. Il faut à côté que l'entreprise soit assurée, donc là c'est l'entreprise elle-même, qui ait une politique RGPD, c'est l'entreprise elle-même, etc., etc. Donc oui, c'est un vrai souci. Mais on y est très vigilant et c'est pas suffisant. Une personne ne suffit pas à avoir le label. Voilà, c'est la réponse la plus courte que je peux donner. Merci Olivier. On a beaucoup parlé de labellisation par rapport à tout ce qui est cybersécurité, mais on ne parle pas de cyberattaque, parce que s'il y a de la cybersécurité, c'est qu'on a des cyberattaques. Aujourd'hui, on sait que les PME sont très, très ciblées, les collectivités aussi, et comme l'a fait remarquer tout à l'heure Yves, on est aujourd'hui sur une cible qui a été complètement revue, c'est-à-dire qu'avant, c'était des grands groupes qui faisaient beaucoup de R&D ou certaines très grosses collectivités qui étaient attaquées. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de collectivités moyennes, voire petites, des TPE, des PME qui sont attaquées. Elles souvent, quand ça arrive, elles ne savent pas vers qui se tourner. Enfin, elles perdent en réactivité, donc derrière, elles se font attaquer plus longuement. Comment ce label, alors côté France et après, je demanderai côté Europe,
comment ce label derrière permet d'accélérer cette prise en charge. Comment, moi je suis PME, je me suis fait attaquer, comment derrière je vais pouvoir trouver plus facilement du répondant. Et côté collectivité, pareil, c'est je suis une collectivité. Alors, souvent, elles ont un service informatique en interne quand c'est une moyenne collectivité. Quand c'est une petite, elles ont souvent un prestataire, mais pas forcément. Comment elles arrivent à dire bah, je me suis fait attaquer, aidez-moi au secours rapidement, en mode urgence. Alors, Danilo tout d'abord et après Olivier. Oui, merci Amandine. Donc, il côté à la réponse, et je pense que nous, à niveau européen, on essaie de le mettre en place, ça prend du temps. Donc, c'est simplement, là, on a un catalogue. Donc, l'idée, c'est que tous les sociétés labellisées, après, vont faire partie d'un catalogue d'entreprises de cybersécurité. D'ailleurs, il est basé sur un point success story de cyberwatching.eu. Donc, l'idée, c'est de passer un peu en montée en capacité. Donc aujourd'hui, Cyberwatching est plutôt focalisé sur les projets de recherche et d'innovation. L'idée, c'est quand même offrir ce catalogue plutôt sur les produits et services de cybersécurité où on va voir des filtres. Donc là, ça va être simple pour trouver des solutions de confiance parce qu'effectivement, on a été labellisé par le label Expert France, donc on va faire partie de ces critères ou d'autres labels. Et donc voilà, ça, c'est la solution qu'on essaie de mettre en place à niveau européen, plutôt que la lisibilité, visibilité des solutions. Et donc, on va voir tous en catégorie sur la partie réponse à accident. Voilà. Merci. Olivier, et derrière, j'irai plus loin parce que je connais un petit peu le label français aussi pour faire partie des labellisés. Et comment le label permet d'accélérer le processus de mise en relation? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Je vais demander en plus. Ah oui, je vais commencer par un tout petit peu d'histoire, mais 2 minutes, juste pour expliquer. Cybermalveillance, quand ça a été créé par l'État, cybermalveillance.gouv.fr, c'était essentiellement de la réponse à incidents pour les particuliers. Et donc là, il y a une plateforme qui existe sur laquelle les particuliers, les TPE, les collectivités peuvent aller déclarer un incident. Je crois que c'est 105 ou 130 000 parcours victimes qui ont été référencés en 2020. Par cette plateforme cybermalveillance.gouv.fr, c'est colossal, donc avec des chiffres très très pointus. Et lorsqu'il y a une demande d'assistance, le dispositif français vous met en relation avec des sociétés françaises qui se sont enregistrées sur la plateforme et qui peuvent aider. Les gens qui sont labellisés experts cyber sont mis en avant, sont proposés en premier, et ensuite les autres sociétés sont proposées. Au tout début de la création du label, l'État et Cybermalveillance souhaitaient que ça ne soit un label de société qui ne faisait que du dépannage et de la remédiation. Donc d'effacement de sites web, les gens ont chopé un crypto, enfin des choses comme ça, et que des sociétés puissent aller les aider. Et parmi les gens qui ont travaillé, il y avait les fédérations professionnelles, il y avait aussi la Fédération française des assurances. Et nous, on a dit, mais attendez, c'est complètement idiot de faire que de la remédiation, c'est un constat d'échec. Il faut que le label impose aux gens qui veulent être labellisés d'être capables non seulement de faire de l'installation de façon sécurisée, de la maintenance de façon sécurisée et de la remédiation. Donc pour être labellisé, il faut avoir les 3 panels. Une société qui ne fait que du conseil ne peut pas être labellisée. Il faut avoir l'expérience du début jusqu'à la fin de la chaîne. Et donc le label, il garantit qu'on a des gens qui ont de l'expérience dans tous les domaines, qui sont capables d'assister les victimes. Et encore une fois, en France, et là je crois qu'on a beaucoup de chance parce qu'il y a très peu de pays européens qui se sont dotés d'un tel dispositif, cybermalveillance.gouv.fr, c'est vraiment un truc formidable. Et il faut absolument pas hésiter à passer par là, même pour une collectivité de 50 000 habitants ou une entreprise de 200 salariés, il faut passer, si on n'a pas de prestataire, il faut passer par cybermalveillance. C'est le mieux, le plus rapide. C'est 15 minutes pour être mis en relation. Merci Olivier. Alors justement, tu as pas mal parlé de la cyber-malveillance est venue du gouvernement français. Comment s'est passée cette collaboration avec le gouvernement français? Très bien. Très bien. Moi, je viens du privé. Je suis militant patronal, donc je suis vraiment un entrepreneur. Et en général, on a plutôt une tendance à considérer les collectivités et l'État comme plutôt lourds et pesants. Bon, il se trouve que j'ai aussi bossé 4 ans en collectivité, donc j'ai peut-être une autre vue. Mais alors, en l'occurrence, au sein de cybermalveillance, je n'ai rencontré que des gens d'une implication et d'un dynamisme incroyable. L'État met des fonds. D'ailleurs, on vient de voter, je crois hier, une augmentation du budget de cybermalveillance. Il y a des gens de l'ANSSI, des gens des divers ministères, des commissaires de police, enfin, tout
un tas de gens qui sont impliqués, qui donnent de leur temps, qui passent des heures et des heures, en visio malheureusement ou en déplacement quand c'était possible, pour travailler, c'est remarquable et ça permet de réconcilier le monde de l'entreprise un peu et l'État. Et c'est vraiment, si toutes disons, toutes les agences de l'État pouvaient fonctionner aussi bien, ça serait vraiment bien. Et je dis pas ça parce que j'en fais partie, c'est vraiment sincère. Alors, je vais poser la question des deux côtés. Côté France, est-ce que le fait que le gouvernement s'implique, ça augmente la crédibilité du label? Est-ce que derrière, ça permet d'avoir une vraie crédibilité, un vrai poids? Et côté Europe, est-ce que derrière, la Commission européenne s'implique? Si oui, comment? Et est-ce que derrière, ça permet de mettre aussi en avant cette crédibilité? Olivier Danilo? Je peux commencer. Oui, alors on craint, suite au mouvement des Gilets jaunes, on craint beaucoup que dès qu'on met État, et en l'occurrence le label Expert Cyber, il y a la Marianne dessus. Obtenir la Marianne, rien que ça, je ne sais pas si vous imaginez le nombre, la quantité d'efforts que ça a représenté auprès du gouvernement pour avoir l'accord d'utiliser la Marianne. C'est quand même lourd. C'est le symbole de l'État français. Donc l'État est vraiment derrière. Alors les Gilets jaunes nous ont fait poser des questions sur le fait que dire qu'il y a l'État, c'est plutôt négatif, mais en fait, non, c'est négatif vis-à-vis des Gilets jaunes, vis-à-vis de la majorité des chefs d'entreprise ou des collectivités locales. Au contraire, ça donne du poids. Et ça donne du poids en plus auprès d'administration. Je vous donne juste un exemple. Le ministère de la Santé a mis en place les labellisations, les certifications données de santé. Il y a 6 points, 6 volets dans la certification de données de santé. Il y en a un qui pose de gros problèmes, ce sont les prestataires de services, comme tu peux l'être, Amandine ou moi, qui interviennent dans des cliniques, dans des hôpitaux, et qui interviennent sur le système d'information. On ne touche pas aux données de santé, on ne touche pas au logiciel, mais on touche à l'infrastructure, au réseau, au serveur, qui manipulent de la donnée de santé. Et aujourd'hui, en théorie, pour pouvoir intervenir dans ces systèmes-là, il faut avoir la certification, le point 5 de la certification de données de santé. Clairement, si l'État impose ça, le système de santé français s'écroule parce qu'on ne peut plus, nous, travailler dans les services. L'objectif de Cybermonnaie, l'appui de l'État, c'est par exemple de se poser la question, de dire est-ce que quelqu'un qui est expert cyber n'aura pas de fait le point 5 de la donnée de santé? C'est pas encore fait, mais en tout cas, l'État y réfléchit, il se pose des questions. Et ça c'est très, très positif. L'influence de l'État est liée et c'est très bien. Merci. Danilo, côté Europe? Danilo, on ne vous entend plus. Maintenant, oui. Donc, côté Europe, donc, il y a des systèmes qui commencent à être mis en place. Donc, il y a tout le côté du réseau, des CSIRT qui vient de lancer par l'ENISA, donc une coopération intra-européenne par la gestion de la réponse à d'attaques pour des attaques vraiment avec une ampleur européenne. Bien évidemment, l'Europe, il est un peu dans sa entre deux, entre la sécurité en tant que domaine de souveraineté nationale, donc où l'État à niveau national il a quand même un rôle très important, et des questions plutôt d'échelle, donc vraiment comment mobiliser certaines ressources pour arriver à masse critique aussi dans le déploiement des solutions, des moyens tant techniques que des ressources financières. Moi, côté XO, donc ce que je trouve très intéressant dans la dynamique qui est en cours aujourd'hui, cette dynamique multiscalaire, comme on dit, donc la présence aujourd'hui aussi des Yves de la métropole de Metz, et je pense aussi toute l'expérience qu'on a eue pendant le Covid, ça montre de plus en plus que la cybersécurité n'est pas seulement un enjeu de sécurité nationale, c'est plusieurs choses en même temps, c'est pour ça qu'il faut absolument garder cette approche, cette philosophie multiscalaire où on commence par les collectivités territoriales, qui c'est le maillon plus faible, parce que parfois il n'a pas les ressources nécessaires, c'est aussi parce que c'est à travers les régions, les villes, les métropoles qu'on est près des citoyens, et aussi quand même infrastructures si vitales qui sont comme les hôpitaux. Donc nous, on défend chez EXO chaque fois la proximité et l'implication depuis le début des autorités et des écosystèmes
niveau local. Et donc, j'encourage, je dis, la métropole de Metz, mais aussi parmi les participants et qui nous écoutent, voilà, à être de plus en plus près, voilà, du référent local, régional pour les questions de cybersécurité. Parce que là, en Europe de la cybersécurité, on l'a fait qu'en partant du bas. Merci. Alors moi, j'incite les participants à poser leurs questions, qui n'hésitent pas, parce que là, pour l'instant, je n'en vois pas forcément. Alors n'ayez pas peur, c'est à l'écrit, je la reprendrai. Il n'y a pas de, on vous mettra pas à l'écran, tout va bien. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais rebondir sur le fait qu'on parle beaucoup gouvernement, ils ont incité au label. On a quelqu'un qui travaille pour l'État, mais en mode collectivité plus locale, donc Yves. Quel est votre point de vue sur les défis concernant les risques de cybermalveillance pour les administrations publiques, pour les PME aussi? Et aujourd'hui, quel est le rôle des autorités publiques là-dessus? Est-ce que, par exemple, au niveau de la métropole et de la ville de Metz, il y a une pleine conscience? Les DSI travaillent? Comment ça se passe? Comment on le fait au niveau plus local? Parce que l'État a pris conscience du risque, donc il est en train de faire descendre le risque. Mais aujourd'hui, comment vous êtes incité là-dessus? Alors oui, la conscience, elle est là. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'être dans des structures qui sont équipées d'un service informatique assez conséquent. Et pour autant, si on prend les chiffres d'Olivier, qui dit que cybermalveillance, il remonte 130 000, c'est vrai, mais 130 000 demandes peut-être de particuliers. Or, on voit bien que l'ANSSI, sur les stats qu'elle sort, 2019, 50 risques de cybersécurité remontés par les collectivités. 2020, 200, donc x4 quand même en une année. Et elle-même le reconnaît, elle est très loin des vrais chiffres parce qu'elle dit que la plupart des sinistres, elle les apprend en lisant la presse régionale. Parce que là aussi, on comprend bien que des structures publiques vont pas commencer à communiquer comme quoi elles ont été défaillantes sur la sécurité et autres, ce qui serait peut-être en plus une porte ouverte pour que d'autres viennent les chatouiller. Donc, ils y vont pas, quoi. Donc, on sait que le risque est assez énorme et on se rend bien compte que forcément pour nous, et encore, on n'est pas forcément des sites hyper privilégiés ou hyper sécurisés, tels que, on disait, les hôpitaux, le ministère de la Défense ou autres, mais on traite quand même énormément de données. Et si on se fait pirater, et on voit que peu importe la structure, y compris des structures qui ont des gros services informatiques, puisque dans les collectivités les plus touchées, on a eu des régions, on a eu de très grosses villes, et d'un seul coup, c'est tous les services municipaux, métropolitains qui se retrouvent bloqués. On n'arrive plus à accéder aux infos sur le conservatoire, on dématérialise énormément pour faciliter la vie des usagers, sauf que si d'un seul coup tout est fermé, on ne peut plus rien faire. On a les données d'état civil quand même qui ne sont pas rien. Donc, il ne faut pas perdre de vue en croisant les deux que forcément, ça impacte rapidement les collectivités parce que derrière, si on ramène au règlement général de protection des données, c'est l'élu qui peut être recherché en responsabilité parce qu'il n'a pas protégé les données et c'est nous qui devons être principalement protecteurs de ces données, le prestataire n'étant que le sous-traitant, si on prend le règlement européen, pour la protection de ces données. Donc, ils y travaillent énormément et chez nous, le principal risque, mais comme c'est souvent le cas en informatique, on dit toujours que c'est l'interface entre la chaise et le clavier, quoi. Donc, c'est nos usagers, nos utilisateurs qui vont aller rouvrir n'importe quel document, qui ne vont pas faire attention. Et donc, on a énormément de communication sur ces aspects-là pour les accompagner. On a de la formation, on a du travail sur nos produits pour vérifier qu'ils sont bien sécurisés, les remettre dans une chaîne. Et la crise Covid, je pense, est un accélérateur à cette prise de conscience. Parce que du jour au lendemain, tout le monde part à la maison. Ils travaillent peut-être de leur ordinateur privé, ce qui est compliqué pour l'informatique, pour sécuriser et donner des accès, encore plus que s'ils avaient donné finalement un ordinateur portable. Quand ils étaient au bureau, un peu comme le fait le ministère de la Défense, alors on n'a pas des tours blanches, mais ils bloquaient les ports USB, donc ils ne pouvaient pas amener des clés, sauf que quand ils repartent avec un ordinateur portable, les ordinateurs portables ne sont pas du tout verrouillés, donc ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dans les ordinateurs portables. Donc là aussi, ça pose des problèmes pour les services et il faut forcément accompagner. Donc je pense que c'est un long chemin, parce qu'on voit bien que à peine de toute façon on se positionne sur quelque chose, il y a déjà 10 nouveaux types d'attaques qui ont été créées. Donc, je veux dire, pour le coup, vous avez un long avenir devant vous parce qu'on n'est qu'au début et ça va continuer. Donc, c'est vrai que c'est aussi des questions pour nous et cette notion d'auto-certification que vous évoquiez, Danilo, je pense que c'est des bons outils qu'il faut ramener côté collectivité, ne serait-ce que pour ceux qui ont des équipes, et il n'y en a pas tant que ça, qui ont des équipes informatiques, puissent elles-mêmes, entre guillemets, s'auto-tester. Pour vérifier si c'est bon ou pas. Et ce que vous avez mis en place avec vos petits tests de 15 minutes, finalement, même les acheteurs publics, je les incite à se connecter, à faire le test eux-mêmes finalement, et voir finalement dans l'ensemble des critères que vous avez, où est-ce qu'il y a des failles, pour après, du coup, aller soit en interne, mais ils n'auront sans doute pas les compétences en interne,
en tout cas aller chercher les prestataires qui vont bien pour renforcer leur sécurité et ne pas être ennuyés. Parce que voilà, nous, ça touche surtout tous les usagers et l'objectif, c'est quand même que nos usagers puissent utiliser le service public normalement. Merci. Yves, je vais rester avec vous pour une question. Alors, elle vient des participants et je pense qu'elle peut intéresser tout le monde. Aujourd'hui, on sait qu'en tant qu'acheteur public, vous passez des fois par des plateformes comme l'UGAP. C'est un exemple parmi tant d'autres. Est-ce que ce type de plateforme aujourd'hui prend en considération ce type de label ou pas du tout, ou d'autres labels? Comment ça fonctionne? Alors, malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à cette question, puisque l'UGAP fait ses propres marchés, donc sauf à les contrôler au moment où l'UGAP a fait son marché, mais quelque part, en fait, les collectivités n'ont pas accès au marché qui a été signé par l'UGAP, c'est-à-dire que quand l'UGAP a respecté ses règles de commande publique, a choisi ses différents fournisseurs ou ses prestataires, ensuite, on a juste le nom du prestataire qui remonte dans le catalogue UGAP avec la prestation qu'il fournit et le prix. Mais on n'accède à rien. Donc, c'est vrai que l'UGAP est une solution de facilité, c'est le plus gros groupement d'achat pour les acheteurs publics, parce que du coup, ça dispense l'acheteur public de faire une procédure. Donc, c'est vrai que si on vient sur les toutes petites structures, j'imagine le maire d'une petite commune, il n'a que sa secrétaire de mairie, c'est pas lui qui va monter un cahier des charges pour faire de la cybersécurité. Donc, si quelque part l'UGAP a déjà fait des marchés, qu'il y a des acheteurs compétents et qu'il a recruté les bonnes sociétés, c'est facile pour lui d'aller prendre une structure qui normalement devrait être labellisée, en tout cas avoir au moins le niveau d'une structure labellisée. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas perdre de vue quand vous passez par ce système-là, c'est que vous n'avez aucun contrôle sur le prestataire. C'est-à-dire que le contrat, il est entre l'UGAP et le prestataire. Et moi, quelque part, ce n'est pas ce qui me plaît. Moi, si je fais un contrat, j'aime bien savoir ce que je veux dans le contrat. J'y ai mis des contraintes avec peut-être des pénalités en fonction des résultats ou des performances à obtenir. Et si je veux contrôler ces performances, il faut que j'ai le tout chez moi, quoi. Donc voilà, c'est facile d'accès, ça vous dispense de commandes publiques, mais c'est peut-être pas le meilleur vecteur contractuel pour avoir des relations avec les prestataires. Merci. Alors, dernier tour de table, et n'hésitez pas encore si vous avez quelques questions. On va revenir sur le label en auto-certification de Cyberwatching qui va être lancé, puisque le label français est lancé et on a bien compris aujourd'hui, on va continuer à travailler sur deux aspects. Un, pour que plus de TPE, PME informatiques aillent le chercher, ce label, et puissent dire « je suis compétente, je suis labellisée, faites-nous confiance sur la cybersécurité ». Et de l'autre côté, auprès de toutes les TPE, PME, collectivités de tous bords, pour leur dire « choisissez des prestataires certifiés pour être tranquille, pour être sûr que la compétence est là et que vous n'aurez aucun problème ». Aujourd'hui, donc l'Europe se lance là-dessus, moins de problèmes, Olivier. Voilà. Sur cette Cyberwatching, on est sur une auto-certification, c'est un petit peu différent. Donc moi, j'ai préparé 3 questions pour chacun de vous sur cette partie-là. Alors, je vais commencer par Danilo. Donc, le projet européen Cyberwatching lance, c'est en juin, le label destiné aux PME pour évaluer leur niveau de cybersécurité, prendre conscience de leurs failles de sécurité également. Comment pensez-vous qu'il s'intègre dans le paysage des labels? Et est-ce une première étape avant l'acquisition d'un label expert payant? Est-ce que derrière, l'idée, c'est d'aller plus loin? Donc voilà, je trouve que c'est une excellente initiative. Après, voilà, sur le côté on a vu dans plusieurs régions aussi cette tendance de faciliter la prise de conscience des PME pour leur mise en niveau sur la cybersécurité. Après, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question du label payant expert parce que ce n'est pas sur ma responsabilité. Mais ce que je trouve intéressant, c'est peut-être un pont entre les entreprises qui commencent cette démarche de cybersécurité en interne pour voir s'ils ont envie d'aller un peu plus au-delà, donc monter en puissance dans le domaine de la cybersécurité, quel outil utiliser pour monter en puissance dans des infrastructures, des réseaux, des services, de la formation en interne, et donc les mettre en contact avec des entreprises labellisées. Merci. Yves, alors là, on va parler sur la commande publique. Est-ce que la commande publique considère ces labels en auto-évaluation? On a bien parlé depuis le début, auto-évaluation, certification avec tiers indépendants, etc. Là, on est en auto-évaluation comme utile pour évaluer la résilience d'une entreprise répondant à un appel d'offres ou un label avec audit. Sont-ils préférés? Aujourd'hui, si vous avez une entreprise qui répond, deux entreprises, chacune avec un type de label, est-ce qu'il y a une préférence qui va s'opérer ou pas? Si oui, comment?
Alors, préférence juridiquement, non, puisque de toute façon, c'est où la société a le label, où elle peut me démontrer qu'elle a une équivalence de ce label. Donc, je ne vais pas pouvoir donner un avantage. À titre personnel, bien entendu, je préférerais la société qui a un label qui a été certifié par une autorité tiers indépendante. Tout simplement parce qu'on le voit bien, même à titre personnel, sur la consommation, et qu'on prend les marquages CE, parce que l'authentification finalement existe depuis très longtemps au niveau européen, et qu'on voit tous ces produits qui arrivent marqués CE. Le problème de l'auto-certification, c'est que si c'est quelqu'un de très sérieux qui fait son auto-certification, pas de problème, il aura sans doute le niveau. Si c'est un margoulin qui arrive, qui s'auto-certifie, puis au fur et à mesure que la question elle arrive, ouais bon, j'étais pas loin, allez, je mets oui, ouais, là aussi j'étais pas loin, je mets oui, au final il est auto-certifié. Il n'y a que lorsqu'il exécute et qu'il y a un tiers qui va venir faire ce contrôle que je me rends compte que finalement, ce n'était pas le bon, qu'il n'avait pas vraiment toutes les compétences qu'il avouait. Donc, c'est sûr que je préfère, et pour nous, c'est beaucoup plus sécurisant d'avoir un tiers qui a tous les niveaux, qui a certifié. Mais ceci dit, d'un point de vue juridique, puisque le code de la commande publique est dérivé du coup des directives, je ne pourrais pour autant pas rejeter quelqu'un qui vient en autocertification. D'où ce que j'évoquais en introduction, l'importance pour nous de bien avoir en fait des informations à côté du label, de dire s'il n'a pas tous ces éléments-là, c'est pas bon. Mais on reste après sur des déclaratifs. L'autocertification, il faut que je fasse confiance à celui qui m'a dit que. Alors donc c'est vrai qu'on pourrait espérer, avec les autres critères, du coup, pouvoir évincer, en tout cas essayer de faire ressortir celui qui n'a pas vraiment le niveau. Merci. Olivier, alors je sais qu'en France, c'est en cours de préparation une auto-certification équivalente, c'est-à-dire que les PME françaises ou les TPE, ou même les grands groupes, pourront se tester sur leur niveau de cybersécurité. C'est en cours de réflexion pour voir un petit peu leur maturité sur ce sujet. Est-ce qu'il faut inciter les entreprises à le faire? Est-ce que vous savez un petit peu les délais sur lesquels sera mis en ligne ce type de questionnement? C'est nécessaire en France, qu'en est-il? Alors oui, c'est également Cybermalveillance qui travaille sur ce sujet-là, mais dans un autre groupe de travail qui s'appelle le groupe de travail outils. Et on cherche à développer au sein de ce groupe de travail des outils d'auto-évaluation, mais aussi de cyberprotection, tout simplement, pour le grand public et les TPE, PME, voire les prestataires également. Alors, pour être très franc, l'outil d'évaluation, on n'est pas encore près de l'avoir, je pense, parce qu'on a décidé, là je n'étais pas trop d'accord, mais c'est comme ça, d'abord de faire un outil d'auto-évaluation pour le grand public, qui, je pense, devrait sortir d'ici 1 an à peu près. Parce que là, on est en train de définir jusqu'où on va aller, comment on le finance, etc. etc. Ceci étant, ça peut tout à fait s'appliquer aux toutes petites entreprises, aux professions libérales. Un cabinet médical avec 2 médecins et une secrétaire peuvent parfaitement utiliser l'outil grand public. L'auto-évaluation pour les entreprises utilisatrices, pas pour les prestataires. Je pense que c'est pas avant de nombreux mois, à mon avis, au moins 1 an et demi. D'accord. Là, on n'est pas très très en avance sur ce sujet-là. Par contre, s'il existe des outils, quels qu'ils soient, il faut le faire. C'est toujours très bien de savoir où on en est. Connaître ses failles et ses défaillances, il vaut mieux les savoir soit avant que le pirate les détecte avant vous. Donc oui, il faut le faire. Et sinon, se faire aider. Merci Olivier. Alors, je vais vous demander le mot de la fin parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Ça a été très intéressant, très instructif. On a appris beaucoup de choses à la fois sur les labels en France, les labels européens et sur aujourd'hui comment travaille la commande publique, parce que c'est toujours un grand questionnement en tant que TPE, PME pour répondre à ces appels d'offres, comment ils sont construits et qu'est-ce que je peux faire et pas faire et quel est l'intérêt d'y aller. Je vais vous demander un petit mot de la fin. Alors, Danilo, dites-moi. Oui, franchement, je vous remercie pour ce débat passionnant. J'ai bien aimé continuer notre approche avec les régions, à voir la métropole de Metz, l'approche nationale avec le label Expert France, et donc on implique aussi l'Europe. Continuer cette démarche, voilà, c'est un dialogue à différentes échelles, c'est le plus important. Et j'encourage toute entreprise de cybersécurité qui nous écoute, voilà, de se renseigner auprès des différents labels disponibles aujourd'hui. Et donc voilà, mettre en visibilité à leur côté européen. Merci. Yves? Oui, pareil, très bon débat. Un petit mot du coup plutôt pour les acheteurs publics, même si visiblement il y a sans doute plus d'opérateurs privés qui nous écoutent aujourd'hui. Mais c'est tout simplement, voilà, c'est un sujet qui nous concerne tous. Donc il faut le traiter. Accompagnez-vous par des professionnels. Et s'ils ont été labellisés, vous êtes sûr que ce sera de bons professionnels.
et surtout le petit mot acheteur public, allongez le délai de vos procédures, ce qui permettra aux sociétés, lorsque vous allez les consulter, d'obtenir éventuellement le label avant de fournir la réponse, puisque de mémoire, le délai est à peu près d'1 mois, Olivier, si je ne dis pas de bêtises, pour le traitement du label. Donc, il faut mettre au moins 2 mois de réponse, ce qui évitera d'avoir à gérer ces équivalences éventuellement au label. Et toutes les sociétés, lorsqu'elles vont arriver, auront le temps, si elles ne le connaissaient pas encore, d'aller obtenir le label qui va bien et de répondre à toutes vos sollicitations. Merci. Olivier? Oui, je conseille à tous, que ce soit des acheteurs publics ou des sociétés, nos pairs, hein, Amandine, nos pairs, d'aller demander auprès de Digital SME ou de chercher sur le site de cybermalveillance.gouv.fr le référentiel du label, qui permettra au premier d'avoir des équivalences, et s'il y a des sociétés qui ne sont pas labellisées, de vérifier comment on peut être labellisé, et donc en toute autonomie de vérifier si les gens sont équivalents, et pour les sociétés, pour nos pairs, de vérifier et de se préparer à ce label pour essayer de l'avoir du premier coup, parce qu'il n'est pas aussi facile que ça à avoir. Il faut montrer patte blanche. Il n'est pas très difficile. Le but n'a jamais été, par exemple, de sélectionner et de se partager un gâteau à 100 en France, pas du tout. Si 100% des prestataires français peuvent être labellisés, on en sera ravis. Voilà. On aura moins de soucis. En tout cas, un grand merci à vous trois, Danilo, Olivier et Yves, pour ce temps et pour cet échange. Je vous rappelle que tout ce webinaire est à voir et à revoir, donc sur nos pages Digital SME France, et je sais qu'il sera rediffusé chez Eben, côté Cyberwatching. Voilà. Un grand merci à vous et bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.